Welcome to Stories to Watch 2023. World Resources. Bienvenue à Stories to Watch 2022. Nous allons examiner quelques histoires, les idées et tout ce qui a façonné 2023 et même après. Je suis Lauren Zala et je suis directrice de la communication. Je suis ravie que vous êtes avec nous. L'année dernière, nous avons célébré 40 ans de solutions offertes au monde dans tous les défis de développement. Aujourd'hui, vous allez voir ce qu'il faut suivre en 2023 du président Annie Dasgupta, de la présidente Annie Dasgupta, et puis nous allons poser, vous pouvez poser des questions avec le panel. Veuillez, s'il vous plaît, écrire vos questions dans la boîte à messagerie et nous vous souhaitons une excellente session. 2022 était une année tumultueuse, conflits, inflation et beaucoup de défis. La perturbation a affecté toute notre vie. Pour plusieurs personnes, il y avait beaucoup d'incertitudes, un manque de sécurité intense, mais il y a toujours de l'espoir qui pourrait nous mener vers un futur bien meilleur, bien plus robuste. Nous sommes à quelques moments de prendre des décisions qui vont déterminer dans quelle direction le monde ira. Stories to Watch, des histoires à suivre, 2023. Hello. Salut tout le monde et bienvenue à Stories to Watch, des histoires à suivre 2023. Si vous avez participé auparavant, nous sommes ravis de vous accueillir. Je m'appelle Alice Gupta, je suis président et PDG de l'Institut mondial des ressources, une organisation mondiale de 2000 employés qui travaille pour résoudre les plus grands défis du monde. Tous les ans, autour de ce moment, on recueille notre personnel et on pose les questions qu'est-ce que réserve l'année prochaine? Quelles sont les histoires qui vont définir l'année qui vient? Et ce que je vous présente, c'est notre sagesse collective. Les décisions prises en 2022 vont façonner cette année et les années à venir. Donc, avant de commencer Stories to Watch, il faut certainement reprendre ce qui s'est passé l'année dernière. C'est la troisième année de la pandémie ou la quatrième. La perturbation économique a causé beaucoup de peine pour des familles à travers le monde entier. Et puis, il y a eu l'inflation. L'année s'est terminée avec 9% d'inflation qui a causé des soucis dans toute l'économie mondiale. En février, la Russie a attaqué l'Ukraine. Les tragédies en Ukraine et pour le peuple ukrainien continuent. Et il a impacté donc là l'Ukraine et l'Europe entière, mais aussi une Europe beaucoup plus robuste a vu le jour. Et ce que cette tragédie a révélé, c'est l'interconnexion de la crise mondiale. Par exemple, la crise énergétique qui a eu lieu en Europe est devenue une crise mondiale. 70 millions de personnes sont à risque de perdre toute source électrique. Et cela est devenu un point très important pour la crise de nutrition parce que la Russie assure la subvention, plus de 70% de la subvention en électricité. L'impact du climat continue et reste une menace qui se multiplie à travers le monde. L'impact climatique en 2022 était un des pires cette année. Prenez l'exemple des inondations au Pakistan qui ont causé 33% de déplacement au sein de la population. Le PIB a vu une croissance de 5 à une baisse de 5 à 2%. Et puis, après plusieurs décennies de progrès dans la réduction de la pauvreté, à cause de la pandémie, nous avons vu la pauvreté qui a subi une certaine croissance. 85 millions de personnes sont à risque de pauvreté cette année. Donc, cette année était une année particulièrement difficile, mais ce n'était pas tout.
cela. Nous pensons aux 4 percées qui ont façonné l'année à venir, des décisions faites par des leaders et des individus qui vont façonner non seulement 2023, mais aussi les années à venir. La première était que, en dépit de la perturbation et la crise économique, le déploiement de l'énergie renouvelable a vu des chiffres records. Et euh, peut-être ce n'est pas tellement rapide, mais cette transition vers l'énergie renouvelable ou l'énergie verte continue en dépit de toutes les crises. La deuxième percée était à Montréal en décembre, la conférence concernant la biodiversité qui a réuni tous les leaders qui se sont engagés d'une façon ambitieuse pour réduire 30% euh, euh, et assurer plus de biodiversité. J'ai vu tellement de monde à Montréal, des personnes que je n'ai jamais vues auparavant. Cela nous mène à voir comment la participation de 80 trillions de dollars pour améliorer la nature, cela nous montre un peu l'engagement. La troisième percée est venue au début de l'année lors de la COP 27 en Égypte, après 30 ans de discussion. Les leaders mondiaux ont établi un fonds pour toutes les perturbations climatiques. La raison pour laquelle cela est une percée symbolique et parce que pour plusieurs années, les pays luttaient pour recevoir un certain financement parce qu'ils n'ont pas causé ce problème. C'est vraiment une question symbolique pour voir comment financer la transition dans tous les pays. La dernière percée est venue dans deux parties opposées du monde. En Indonésie, par exemple, il y a eu certains accords de la transition énergétique, JETP, il s'appelle JETP, par un groupe de pays riches qui soutiennent l'Indonésie pour la transition. 30 milliards de dollars, un fonds immense pour la transition en Indonésie. Aux États-Unis, la plus grande économie mondiale, a pris des approches ambitieuses pour 3 législations climatiques. La question, en fait, c'est que est-ce que ces percées vont rester des percées individuelles ou bien ils vont devenir un début d'un changement systématique dans le monde entier où les nations vont se réunir pour devenir des économies beaucoup plus durables et passer à des changements systématiques. Donc, toutes les histoires que nous allons raconter sont autour de la question centrale. Est-ce qu'on va voir des changements systématiques auxquels le monde a besoin ou bien des percées importantes? Nous allons passer à la première histoire, l'énergie, la crise énergétique. Notre première histoire raconte l'histoire de la crise énergétique. Comment est-ce que le conflit en Ukraine et l'énergie, la crise énergétique en Europe va impacter l'Europe et le monde entier. Donc, l'invasion de la Russie en Ukraine était en fait une façon de faire la guerre énergétique d'une autre façon. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela a impacté toute la société à travers toutes les économies. Les prix de l'énergie ont monté de 41,5% qui ont impacté les foyers, les entreprises, les économies et le coût de vie de 7%. Plusieurs personnes risquent de ne pas avoir de l'énergie dans quelques années. Donc, vous pouvez imaginer les leaders européens, ce qu'ils ont fait d'une façon très sage, c'est que ils se sont concentrés à la réduction de demande en gaz et puis ils ont cherché de trouver des centrales économiques ou même faire d'une certaine expansion de certaines centrales nucléaires. Mais une des choses les plus importantes, c'est de trouver des sources alternatives pour le gaz et l'énergie. Et ils ont réussi, comme vous pouvez le voir dans le graphe, la ligne jaune est le gaz russe, et puis la ligne verte, ce sont les ressources que les leaders européens ont
pu assurer du Qatar et d'autres régions du monde. En même temps, il y a eu un certain souci concernant cette dépendance et ce nouvel investissement dans le gaz naturel. Est-ce que c'est un piège de gaz naturel? Est-ce qu'il va certainement construire la capacité de l'avenir en Europe et est-ce qu'il va causer des dommages ou certains problèmes sur l'infrastructure ou même ralentir cette conversion vers l'émission, à la faible émission en 2020. Voilà pourquoi l'Europe s'est trouvée dans un carrefour parce que le gaz naturel et tout ce qui était fait pour arriver à un 1,5 degré a même à essayer de ralentir cette trajectoire vers l'émission à 1,5. Et vous avez vu, et comme vous avez vu, tout ce qui a été investi pour construire cette infrastructure, l'Europe ne va pas atteindre 1,5. Donc, voici le carrefour auquel ils font face. Et en fait, d'autres personnes, des experts à travers le monde, croient que c'est l'opposé, c'est le contraire qui va s'opposer. Si cette crise va encourager et pousser les leaders à travailler vers une énergie beaucoup plus verte et d'une façon plus rapide, non seulement en Europe, mais à travers le monde entier. Voici Fatih Birol, qui est le chef et un leader qui croit sincèrement à cela. La question qui se pose maintenant, si Fatih a raison, est-ce que la crise en Europe va euh, causer en fait un changement vers une émission, une faible émission en gaz carbonique? La première chose qu'il faut voir, qu'est-ce qui se passe en Europe? Qu'est-ce que les leaders européens vont faire ou continuer à faire? Mais la bonne nouvelle de cette crise, s'il y en a une, c'est que cette crise a rapproché les leaders européens et la politique énergétique est plus ambitieuse que jamais. L'Europe était beaucoup plus ambitieuse que jamais, surtout plus ambitieuse que les 10 dernières années. Et cette année, à cause de la crise, un nouveau programme, Repair You, est mis en place. Les ambitions de l'énergie renouvelable ont passé de 40 à 44, de 14 à 45 Ils ont doublé et des investissements de 44 milliards de dollars dans l'énergie renouvelable qui visent l'efficacité et augmenter les objectifs de 55% de réduction à 57% de réduction en 2030. L'Europe a pris cette opportunité pour augmenter ses ambitions et ne pas les réduire. Est-ce que cela va résoudre ce manque d'unité en Europe vers les politiques énergétiques et travailler ensemble et continuer à le faire? C'est un point clé qu'il faut suivre. Cette transition, cette ambition énergétique ne peut avoir lieu sans que les consommateurs soient au centre de tout cela, en réduisant activement leur demande énergétique. Voilà pourquoi les pompes énergétiques jouent un rôle très important. Les pompes énergétiques vont réduire 500 millions de tonnes d'émissions en 2030. Donc, ça, c'est l'émission en gaz carbonique en Europe. Ils vont pas seulement réduire l'émission et le besoin en énergie, mais créer des opportunités de travail en Europe. Et les consommateurs vont faire partie de cette transition. Donc, ce partenariat avec les citoyens et les leaders est critique pour cette transition énergétique en Europe et partout dans le monde. En Europe, nous avons vu les votes qui soutiennent 85% de personnes en Europe pensent que l'invasion de la Russie rend l'investissement en énergie beaucoup plus urgent. Beaucoup d'autres pays regardent si cela aura lieu dans leur pays ou non. Donc, ce changement politique dans une Europe ambitieuse impactera le reste du monde. C'est le cas toujours, mais les impacts à long terme sont toujours pas clairs maintenant. L'Europe qui achète l'énergie du monde entier, qui crée des pénuries, et tout pays dans le monde essaie de sécuriser ses sources, l'Afrique, la Chine, l'Inde, euh, et pour sécuriser les sources en énergie, ce qu'ils ont fait, c'est des investissements en énergie renouvelable pour répondre aux objectifs
et investir 25 gigawatts tous les ans. La Chine continue à investir dans tout ce qui est énergie renouvelable. Actuellement, nous voyons un monde dont les pays investissent dans l'énergie renouvelable pour sécuriser l'indépendance et les sources, en fait, d'énergie pour ne pas rester de côté. Et nous voyons toutes les implications pas avec les leaders du monde entier. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette crise et la façon avec laquelle les politiques en Europe réagissent, est-ce que cela va rendre les sources énergétiques en Europe plus vertes, plus durables, ou bien un point pour le monde entier pour faire des changements systématiques? Parce que l'Europe est une économie large vers la transition en une énergie beaucoup plus verte et beaucoup plus durable dans le monde entier. C'est l'histoire à suivre en 2023. Our next story is about tropical forests. La prochaine histoire à suivre, c'est les forêts tropicales. Est-ce que le nouveau leadership au Brésil vont essayer ou vont aider à lutter contre la déforestation? Le président Lera a promis un chiffre zéro de déforestation. Le Brésil est responsable de 40% des forêts du monde. Donc, avant que n'importe quelle personne devienne président, et lors de la COP 27 en Égypte, donc certains n'ont pas pu avoir des billets pour assister à la conférence du président Bula. Le président Bula a fait beaucoup de progrès depuis qu'il a accédé. Et puis, comme vous pouvez voir dans la charte dernièrement, dès qu'il a pris sa charge, vous voyez comment l'augmentation président Lula et durant sa campagne électorale a établi un ordre du jour très important pour la déforestation et l'environnement. Et depuis le premier jour, il a répondu à sa promesse. Il a appointé Marina Silva, ministre de l'Environnement, qui faisait déjà partie de son cabinet et une experte bien connue. Il a créé le premier ministère des personnes autochtones. Il a appointé ministère Elejara et il a ouvert le fonds Amazon pour voir les capitaux commencer à arriver. L'Amazon n'est pas seulement le Brésil, c'est 9 pays en fait, c'est 6,8 millions de kilomètres. C'est la taille du continent ou des États-Unis. Beaucoup de pays comme la Colombie et le président Petro qui a mis un plan euh, ambitieux pour détourner la déforestation. L'Amazone fait partie une grande partie des forêts tropicales dans le monde. 80% d'espèces vivent dans ces forêts qui forment 6 à 7% de terre à travers le monde. Donc, ce système forestier assure 23% de tout ce qui est atténuation climatique, très importante pour nous. Mais nous n'avons toujours pas été capables de le protéger. La charte derrière moi et les points en rose proviennent de notre propre outil qui a montré la déforestation, surtout dans les forêts tropicales. Si on se concentre surtout sur l'Amazone, l'Amazone a perdu 18% de ses forêts. Les scientifiques pensent que si ces 18% deviennent 20%, il y aura vraiment une certaine destruction des forêts tropicales en Amazone avec le temps. Donc, cette destruction est importante non seulement pour les forêts et pour les arbres. 47 millions de personnes habitent dans les bases de l'Amazone. La biodiversité, 10% de la biodiversité habite dans ces forêts et 10 millions de forêts habitent ou abritent cette zone. C'est l'histoire de certains individus et les économies au-delà de l'Amazone, des centaines de villes
L'économie de l'agriculture dépend de l'Amazone au Brésil. Donc, on a besoin d'un certain changement, non seulement pour protéger les forêts, mais des approches également sur comment penser à ces forêts, à ces individus, aux économies, parce que ce n'est pas un problème de consommation des forêts, mais c'est un problème de développement qu'il faut résoudre, pas seulement au niveau de l'Amazone, mais dans toutes les forêts, dans toutes les forêts. La question qui se pose, est-ce que le retour de président Lula comme leader du Brésil va causer des transformations dans la façon de gérer les forêts, protéger les forêts tropicales, non seulement au Brésil, mais dans le monde entier? Est-ce que les forêts auront plus de valeur pour les individus qui vivent là-bas que la destruction des forêts? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut suivre pour rendre cela possible? Premièrement, qu'est-ce qui va se passer au Brésil? En dépit du fait que le président Lula a réussi à gagner l'élection, mais 14 gouverneurs dans la partie opposée euh, luttent contre lui. Et récemment, vous avez vu tous qu'il y a eu une attaque contre les institutions démocratiques au Brésil. Et je voudrais dire que nous, dans l'Institut de ressources mondiales, soutenons les institutions démocratiques au Brésil. Le deuxième point, président Lula doit savoir comment renverser la loi. 98% de déforestation au Brésil sont illégales. Dernier point, beaucoup plus de fonds sont nécessaires pour protéger les forêts et créer de nouveaux modes de vie euh, dans cette zone. Donc, ils sont tous liés à la commodités produites au Brésil et importées. Les réglementations dans d'autres pays sont importantes. Il faut mettre en place des régulations pour la déforestation de la chaîne d'approvisionnement avec certaines régulations. Les parties prenantes et d'autres pays qui ont les mêmes réglementations, les marchés communs peuvent jouer un rôle important. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on va voir des marchés de haute qualité de gaz carbonique qui vont assurer les bénéfices pour les individus? Est-ce qu'on va voir des financements internationaux qui vont arriver dans l'Amazone? L'ONU estime que l'investissement dans les capitaux nationaux pour des solutions doit tripler jusqu'à 2030. Est-ce qu'on va voir des réformes similaires qui vont prendre place dans d'autres forêts tropicales, par exemple, dans la République démocratique du Congo et dans dans la zone du bassin du Congo? RDC promet de nouvelles politiques. Nous espérons qu'ils vont rester. Le président Macron en France et le président du Gabon sont en train de planifier un sommet pour les forêts pour souligner l'importance du financement innovatif et de l'innovation pour protéger les forêts et pour lutter contre la déforestation. Et la dernière forêt en Indonésie, qui était championne lors des dernières années, l'Indonésie a assuré la réduction de la déforestation. L'Indonésie fait face à un problème d'élection et avec ces trois pays qui se sont réunis ensemble lors du sommet de la G20 en Indonésie pour former une alliance des forêts tropicales. Est-ce que cela va voir le jour? La grande question qui se pose maintenant et qu'on suit de près. On a travaillé sur la déforestation depuis très longtemps. Le problème de déforestation est bien connu, mais encore, nous n'avons pas fait du progrès. Est-ce que ce changement de leadership au Brésil et l'incitation va changer le parcours au Brésil et dans le monde entier pour non seulement lutter contre la déforestation, mais créer de nouvelles approches pour la région, pas seulement pour sauvegarder les arbres, mais pour sauvegarder les individus qui vivent dans ces forêts? Donc, la prochaine histoire, c'est le financement de la transition, notamment, est-ce que les réformes en 2023 vont dévoiler les financements nécessaires pour les pays en développement? Avant de passer dans les conclusions, je vais m'assurer qu'on parle de la même voix, c'est la transition économique. Comment passer du point où nous sommes à des économies à faible émission? Cette transition nécessite un certain financement.
La mauvaise nouvelle, c'est que les financements nécessaires n'existent toujours pas. Aujourd'hui, collectivement, si vous ajoutez tout ce qui a été dépensé pour la transition, c'est 600 millions de dollars à travers le monde. Mais l'accord parle de 5 trillions de dollars nécessaires jusqu'à 2030. C'est 10 fois plus d'accélération nécessaire et cet écart entre le besoin et ce qui existe est réel pour tous les pays à travers le monde. Si vous regardez un peu le graphe, l'Europe et l'Amérique ont fait des écarts, mais pour les pays en voie de développement, cet écart est tellement plus grand. L'Afrique et toute la région nécessitent 8,5 fois de plus. L'Asie du Sud, 10 fois plus d'investissements et ces chiffres ne capturent même pas les finances de l'adaptation, le financement de l'adaptation. Pourquoi est-ce que c'est une telle idée, c'est une bonne idée? Pourquoi ceci n'a pas lieu? Et vous allez dire qu'il n'y a pas assez de capitaux dans le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a 100 trillions de dollars dans dans les systèmes de capitaux privés dans le monde. Donc, comment est-ce que la transition financière a lieu? Il y a 4 sources. L'investissement domestique par les gouvernements, les investissements du secteur privé pour les pays riches, les finances internationaux, le financement international comme la Banque mondiale ou les financements bilatéraux comme USAID ou l'aide britannique et les capitaux internationaux privés qui est la source la plus importante parce que c'est le plus grand volume de capitaux. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les capitaux domestiques républiques qui jouent un rôle actuellement très important deviennent de plus en plus serrés. Si vous regardez le graphe derrière moi, vous allez voir les pays et la dette et ce fardeau de dette, pardon, qui a doublé depuis 2015. C'est un cycle vicieux. Ce qui se passe, c'est que les pays avec tout genre de désastres économiques, d'inflation, qui est en train d'emprunter de l'argent pour soutenir tout cela, donc leur habilité d'investir dans tout ce qui est transition climatique n'est pas la même. Comme je l'ai mentionné, les capitaux privés, c'est là où se trouvent toutes les ressources. Les capitaux privés, il y a un flux de capitaux privés dans les pays les plus riches. Aux États-Unis, si on veut construire un investissement d'énergie renouvelable, collecter de l'argent n'est pas difficile, mais il n'y a pas un certain flux là où il est nécessaire dans le sud. Et donc, pourquoi est-ce que les capitaux privés, pourquoi on n'a pas un flux de capitaux privés? Une des raisons essentielles, c'est que les personnes qui gèrent ces capitaux pensent que c'est un environnement à risque. Et voilà pourquoi ils hésitent à investir. Donc, ce sont les mêmes projets qui pourra 15 à 5 au Nigeria et au Pakistan. Cela étant euh, donc, pénurie de financement dans les pays où c'est nécessaire a rendu les choses impossibles. Mais cette année, et à cause de la première ministre Mottley, qui est un leader du Sud, n'a pas porté plainte, mais elle a créé un plan holistique qui a créé un certain jalon en ce moment. Ce plan a lutter contre tout ce qui euh, va Elle a certainement mis aider en le place système un global à plan développer compréhensible les pays en pour les besoin. pays en développement pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Est-ce que ces initiatives, comme demandé par Mia Mottley, va prendre effet? Est-ce qu'ils vont prendre effet? Est-ce ils vont pouvoir être financés pour vraiment mener vers ces investissements? Sinon, il n'y aura pas de transition. Alors, à quoi pouvons-nous attendre cette année? Ce que nous savons immédiatement pendant les réunions de la Banque mondiale et de l'IMF, ils sont en discussion, ce qui continue depuis longtemps. Mais ce qu'il faut regarder, c'est voir de si l'augmentation des capacités des institutions va vraiment leur permettre d'investir ou d'emprunter plus. Ce serait une réforme par étapes, mais important. Ou est-ce que ce serait une réforme transmise?
qui peut avoir deux effets. D'abord, ça peut demander à l'institution qu'est-ce qu'il doit faire en 2023 pour atteindre son objectif. L'agenda de développement a changé pour être un agenda de développement et du changement climatique. Deuxièmement, nous savons tous, et vous voyez derrière moi, que sans le capital et les investissements privés, ça ne peut pas prendre effet. Est-ce que ces changements en politique et ces changements en investissement vont mener et euh, encourager de l'investissement privé? Est-ce que le changement climatique va être soutenu? Est-ce que des autres leaders vont se mettre ensemble pour soutenir ces idées? Il y a des initiatives mises en place par Mitterrand, par des autres pays. Est-ce que l'Inde et les autres politiciens vont se mettre ensemble pour soutenir cette transition? Les pays G20 produisent plus que 70% des émissions en carbone dans le monde. Alors, ce que eux, ils font fait partie de la structure, de l'architecture de cette transition. Est-ce que ce travail qui peut donner vie aux besoins pour financement pour l'adaptation, la perte et les dommages vont être liés avec de l'investissement depuis les investisseurs privés, comme le GETP, un regroupement des entités privées en Indonésie pour mettre en place la production d'énergie de manière juste et équitable. Mais les investissements demandaient 10 milliards d'investissements du secteur privé. Et pendant la réunion COP28 en 2025, est-ce qu'ils vont parler des besoins financiers pour cette transition? Normalement, ils ont souligné la justesse et collaboration. Mais est-ce que ça va continuer pour pouvoir atteindre ce seuil de 100 milliards de dollars et de pouvoir en fait parler de la réforme de la Banque mondiale et de l'IMF? Et comment en fait le secteur privé pourrait être protégé contre le risque qu'ils vont entreprendre? Est-ce que ça peut amener du financement et de l'investissement pour vraiment effectuer une transition concrète? Est-ce que ces réformes vont vraiment prendre effet en 2023 et débloquer du financement pour des pays en développement? Est-ce que nous allons voir un tournant cette année pour comment l'architecture de ces systèmes vont soutenir le Sud global? Our next story is about Notre US prochaine histoire s'agit de l'action climatique des États-Unis. Est-ce qu'ils vont progresser vers une transition économique juste? L'année dernière, il y avait 3 législations qui ont été passées aux États-Unis. Une concentration sur le travail, de voir si l'économie le plus grande du monde peut tourner vers une économie plus verte. Mais le problème avec ces 3 législations, c'est que ça ne mentionne pas le climat, parce que le climat n'est pas le seul objectif. Il faut transitionner l'économie dans son ensemble vers une autre sorte d'économie. Il y a une législation sur le CHIPS, l'acte CHIPS et Science. Deuxième loi, c'est l'infrastructure, un financement et investissement de 23 milliards de dollars dans l'économie verte aux États-Unis. Et troisièmement, le IRA, la loi de réduction d'inflation, va investir 43 milliards de dollars dans l'économie, avec 60 milliards de dollars d'investissement sur des sujets de changement climatique et d'énergie verte.
Ça représente un montant de 3 fois plus important. Ça veut dire qu'ils peuvent atteindre les objectifs de réduction en termes d'émissions en carbone pour arriver aux 40%. Le reste va être effectué par le secteur privé. Mais plus que le climat, ces lois, ces législations représentent des opportunités de travail. Juste IRA et le BIL peuvent créer de 900 000 à 3,1 millions de rôles disponibles en termes d'emploi. Ce qui est le plus intéressant en termes de cette législation, c'est de pouvoir répondre aux problématiques de justesse. 40% du bénéfice de leur investissement va être investi dans des communautés qui ont été marginalisées par rapport aux investissements climatiques et qui ont subi le plus de tort par rapport à ce changement climatique. C'est une bonne chose d'adresser ces problèmes et ces communautés qui ont été mises à part. Si tout le monde ne bénéficie pas de cette amélioration, de ces politiques d'amélioration climatique, personne ne va pouvoir bénéficier. Et en fait, même avec ces législations, les États-Unis ont besoin de lois et de législations encore plus ambitieuses. Est-ce que les États-Unis vont pouvoir lancer une transition juste pour atteindre ces objectifs climatiques? Cette transition ne va pas se passer pendant un an. Mais qu'est-ce qui doit se passer l'année prochaine pour nous montrer que nous sommes sur la bonne voie? L'année prochaine, aux États-Unis, nous allons pouvoir avoir de l'implémentation de ces législations. Une barrière, c'est la réforme des licences et des permis. Ça prend jusqu'à 10 ans aux États-Unis. Dans des autres pays comme Canada, Australie, ils ont adressé ce défi en réduisant le temps d'obtention d'un permis sans avoir un impact sur leurs objectifs climatiques. En même temps, est-ce que nous allons voir les agences fédérales à mettre en place des règlements pour implémenter ces 3 législations? Est-ce que nous allons voir un tournant vers cette implémentation aux États-Unis et dans des autres pays? Il faut regarder aussi au niveau des États. Ils vont jouer un rôle important dans l'implémentation de ces lois. Si vous pensez de la Californie, la 5e plus grande économie dans le monde avec un objectif de émissions net zéro en 2025, ou Georgie, qui a un gouverneur républicain qui attire des investissements de 20 milliards de dollars dans leur économie. Et dans tous ces États, que ce soit contrôlés par des démocrates ou des républicains, sont en train d'avancer pour attirer de l'investissement sur cette transition économique. Est-ce qu'ils vont pouvoir enraciner cet effet dans l'économie à travers les États-Unis? Il faut aussi regarder comment les consommateurs et les sociétés vont réagir. Le gouvernement peut donner des subsides et les subventions pour des pompes à chaleur. Et il y a des familles aussi, des individus qui peuvent bénéficier. Chaque famille peut économiser plus de 10 000 dollars par an en utilisant ces pompes à chaleur. Nous avons pensé qu'il fallait avoir une transition vers une vie à moins d'émissions en carbone et que ce serait plus cher. Mais maintenant, nous voyons que si plus de familles adoptent cette solution, ça augmente le marché, qui fait réduire les coûts et qui attire les autres individus à les utiliser. Alors, il y a une mise à l'échelle et nous voyons les sociétés qui ont mis en place des plans d'investissement
Pour ces sortes de solutions, il y a une société qui met en place en Louisiane un projet de 1,5 milliard de dollars pour la capture de carbone qui va créer d'emplois, mais aussi va lancer une sorte de tournant et être un modèle pour des autres sociétés. Est-ce que les États-Unis va pouvoir suivre ces engagements en termes d'équité? Le EPA, par exemple, a un programme pour des bus électriques. Ils veulent que tous ces bus soient disponibles à toutes les communautés et tous les écoles à travers les États-Unis. La Maison-Blanche va mettre en place une carte de, éch- de, de vérification et de contrôle qui s'appelle Justesse 40 pour faire un contrôle par rapport à leur législation et la justesse et l'impact sur les communautés marginalisées. Au Colorado, ils ont un plan pour former des travailleurs en énergie de charbon pour qu'ils soient prêts à rentrer dans le marché d'emploi euh, dans l'énergie renouvelable. Ce que nous voyons déjà sont des tensions entre les États-Unis et l'UE. L'UE a utilisé des mots comme protectionniste par rapport à l'économie américaine. Nous pensons que ces tensions vont se résoudre. La visite récente du président Macron a été très utile et les deux côtés se sont engagés à résoudre leurs problèmes et de se mettre ensemble, de collaborer. Nous pensons que des autres pays vont essayer de suivre ce que les États-Unis font. Ils vont essayer de faire en sorte que leurs économies soient ciblées plus sur une économie plus verte, une économie basée sur l'énergie renouvelable, sur une basse émission en termes de carbone. Et ça, c'est quelque chose à regarder. Si ces pays vont vraiment essayer de copier les États-Unis, alors est-ce que ce progrès accéléré aux États-Unis pour une transition économique plus juste va inspirer des autres pays à mettre en place des transitions aussi pour leur économie, pas seulement à avoir une économie verte, mais une économie qui bénéficie de manière juste les communautés chez eux. J'espère que vous avez apprécié ces 4 histoires. Ensemble, ces 4 histoires vont définir l'avenir du monde. Mais la question est, est-ce que ces histoires restent seulement des histoires ou est-ce que ça représente des tournants nécessaires pour le monde? C'est ça, WRI. Nous essayons de comprendre ce qui mène vers les tournants, les transitions, la modification et de comprendre comment les définir pour avoir des meilleurs résultats pour le monde. Je voudrais vous remercier pour votre présence, nos partenaires et nos sponsors qui font en sorte que tout ce que nous faisons ici soit possible. Je vous remercie tous. Hi everyone. Thank Bonjour you à tout le very monde et merci à vous tous pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié ces histoires et merci aussi pour toutes les questions. J'apprécie aussi que vous les ayez envoyées dans le chat. Je vais essayer de regrouper ces questions pour pouvoir répondre
à toutes vos questions. Nous avons beaucoup d'experts parmi nous. Je vais les présenter. Je vais répondre au premier regroupement de questions. La première question, c'est cette excitation autour du président Lula au Brésil. Qu'est-ce qui va être l'impact dans la région? Et une autre question en termes de la finance de l'Amazone. Est-ce que nous allons voir du financement international envers l'Amazone? Je vais demander à Fabiola, qui travaille sur la forêt pluviale au, au Brésil. Bonjour, je m'appelle Fabiola Zerbini. Je suis directeur de l'utilisation des forêts et de la terre ici à Brésil. Nous avons une opportunité d'avoir de la coopération avec le gouvernement qui va pousser et cibler l'Amazone. Nous ne pouvons pas non plus changer ce qui a été fait euh, sans avoir une collaboration avec le gouvernement. Il faut aussi avoir une collaboration et un partenariat régional. Et ce qu'il faut aussi cibler et la concentration doit être mise sur le soutien régional, le soutien de l'individu, de protéger, de rétablir et produire. Si je peux demander aussi à Frances, il y a une question sur le financement et comment ça a un impact sur le travail que vous avez fait récemment dans la forêt brésilienne. Est-ce que vous pouvez parler un peu sur cela? Oui, je pense que Annie, vous avez commenté euh, sur l- le perspective du climat global et de aussi voir en fait le perspective de l'économie régionale. Il y a de la recherche dont WRI a donné son avis de comment la forêt a un effet sur le climat autre que le cycle de carbone, mais aussi la rétention des températures locales. Et ces effets sont plus immédiats sur les économies et les individus régionaux que sur le monde entier. Il y a des recherches sur l'agriculture et la réduction de productivité par rapport à la sécheresse, par rapport aux températures qui sont en train d'augmenter. Alors, de protéger les forêts et de s'investir en protégeant les forêts, c'est protéger la sécurité de l'alimentation, la sécurité des travailleurs et la résilience régionale, locale. Mais il faut savoir qui gère ces forêts. Il y a des territoires indigènes qui sont plus associés avec la maintenance de la couverture de la forêt, mais il y a ces parties de l'Amazone qui sont synchronisées en termes de carbone, sont gérées par les indigènes, sont devenues des sources d'émissions carbone. Il faut renforcer les droits des peuples indigènes et de renforcer leurs économies. Et ça peut soutenir la stabilité climatique, de voir non seulement en fait les effets globaux, mais les effets régionaux peuvent changer la manière dont nous parlons et dont nous pensons de ce sujet. Je vais demander à Craig, qui est directeur du programme. La question était sur le potentiel du flux du financement vu l'élection de président Lula. Ben, il faut savoir que quand Lula était en tête du gouvernement, c'était super, c'était mieux. Il était plus un star que des groupes de musique. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce que nous pouvons mettre un levier sur les 6 à 8 mois à venir. Et il n'a pas gagné dans le Congrès, il n'a pas le soutien dans le Congrès. Alors, il faut qu'il montre que sa promesse de renverser la déforestation est dans l'intérêt économique local des Brésiliens. Et c'est très important pour que l'économie globale soit là pour investir du secteur privé
des banques mondiales pour soutenir l'Amazone. Il faut agir rapidement pour leur donner des réponses, des solutions, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et lui aussi, il a essayé de collaborer à travers 2 autres bassins et nous n'avons jamais vu ça. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir levier le fait qu'il y a cette collaboration à travers 3 bassins? Comment nous pouvons vraiment nous lancer à travers ces 6 et 8 mois pour que quand nous arrivons au COP, au UAE, que nous pouvons vraiment montrer des résultats? Et il y a aussi des questions que je vais vous poser par rapport au marché de carbone, mais je vais demander une question à Lisa. Je vais demander cette question mot par mot parce que c'est bien écrit. Et elle demande, est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine a mené vers plus d'investissements dans de l'énergie fossile ou plus d'investissements dans l'énergie verte dans le long terme? Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes à un carrefour où l'investissement dans à la fois l'énergie renouvelable et l'énergie fossile se fait de manière simultanée. Et les nouvelles voies d'entrée pour ces projets se sont mises en place cette dernière année, mais il faut aussi voir si cette infrastructure, en termes des objectifs à long terme, est à risque. Alors, l'idée de net nouveau n'est pas consistant avec notre objectif de diminuer la température de 1,5 degré, mais nous savons qu'il y a des solutions dans le court terme euh, qui ont impliqué de l'investissement dans le gaz naturel, mais nous croyons toujours que les énergies renouvelables, l'hydrogène et des technologies à une utilisation moindre d'énergie représentent vraiment la solution à long terme. Alors, Sheng est au milieu de cette discussion. Cecilia faisait partie de du gouvernement des Pays-Bas. Est-ce que cette discussion et cette guerre mènent vers une discussion plus à l'énergie renouvelable ou à l'énergie fossile? Ben, l'Association d'énergie a projeté que 90% de l'investissement va être dans l'énergie renouvelable. Alors, nous voyons un tournant et une opportunité là-dedans. Comme Jennifer a dit, il faut attendre pour voir ce que ça donne, mais je pense qu'il y a une opportunité pour que ce soit une augmentation en termes d'allure dans cet investissement. J'aime bien votre optimisme. Il y avait une très bonne question sur le financement. Shuang est notre chargé global des financements et il s'agit de cette histoire. Shuang, est-ce que vous êtes là? Merci. La question s'agit de comment réconcilier cette contradiction entre protection climatique, l'IMF et d'avoir des pays qui sont plus indépendants en termes des emprunts et l'adaptation, en fait, l'investissement privé. Comment nous pouvons, en fait, résoudre ce paradoxe? Vous vous souvenez, nous avons parlé de comment le capital d'investissement à travers les années n'a pas augmenté. Merci, Annie, c'est une très bonne question. C'est pour ça que nous sommes en train d'argumenter sur la réforme plus globale, plus large en termes d'investissement. Il y a beaucoup de banques de développement multilatéral et des autres institutions de financement privé ont, dans le passé, pour la plupart du perspective économique et financière, de faire un contrôle de santé des pays en termes de ces investissements. Là où nous voyons une opportunité de comment les MDB et les IFI peuvent
en fait, intégrer les investissements et les projets d'un pays en question dans leurs outils actuels. Ils ont tendance à faire annuellement un contrôle économique annuel avec leurs pays membres. Et si nous rajoutons les investissements climatiques, les investissements sur une économie verte peuvent montrer en fait les résultats qui peuvent encourager plus d'investissements dans ces programmes. Et dans les emprunts, en termes du financement basé sur une politique, si nous rajoutons en fait les effets et les résultats sur les investissements climatiques et sur l'économie écologique, peuvent montrer les bénéfices et aligner leurs objectifs financiers avec les objectifs climatiques et de transition économique. Très bien, je voudrais revenir sur des questions sur la Banque mondiale. Mais Dan, qui travaille aux États-Unis, la question est, est-ce que les actions prises par les États-Unis pour atteindre les objectifs climatiques sont ces objectifs assez ambitieux ou les actions, est-ce que ces actions sont assez ambitieuses? Euh, non. En, en résumé, non, c'est pas assez ambitieux, mais avec toutes ces étapes de petites, de petits morceaux, nous sommes arrivés au moins approximativement à des bons objectifs. Nous avons vu avec des législations passées au niveau fédéral, nous pouvons arriver à 23% de réduction en termes d'émissions, ce qui est loin de notre objectif de 50%. Il y a des différentes méthodes et initiatives. Il y a des règlements qui peuvent être mis en place par l'Agence de protection environnementale et la commission réglementaire qui vont être importants pour accélérer de l'investissement et le retrait de l'énergie et des sources d'énergie fossiles sales. On ne peut pas laisser ces structures en place. Et il y a des autres actions qui peuvent être menées par des États, par des sociétés privées, qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif ou être sur la bonne voie. Je vais vous demander une autre question qui vient d'arriver là sur le chat sur l'échange, en fait, commerce. Il y avait des questions de commerce. Cette question est beaucoup plus générale. Est-ce que la commerce va, faire, va être un point fort ou un point faible en termes de l'atteinte de ces objectifs? C'est une très bonne question. Il y a deux effets. D'abord, pour avoir le soutien politique pour en faire cette transition, ça doit créer de l'emploi dans chaque pays où c'est investi. Alors, les provisions dans la loi sur la réduction d'inflation, de pouvoir soutenir et de faire en sorte que les primes en termes d'impôts soient bien utilisées. C'est très important pour pouvoir avoir du soutien politique et pour que tout le monde voit à quel point ces lois sont très utiles. Mais avec un régime plus protectionniste, ça va augmenter le coût de cette transition. Je pense que cette loi va être positive. Des autres pays n'augmentent pas non plus leur taux d'importation-exportation, mais ils changent leur politique industrielle. Je pense que c'est très positif, mais il ne faut pas devenir trop protectionniste. That we talked about in the story. Let me bring St. John. Thank you very Donc, much, Dan. St. John. merci, Stinger. Est-ce que vous pouvez répondre à la même question? Parce que le commerce était une problématique avant les politiques américaines. À New York,
déjà, ils avaient établi des politiques liées aux échanges commerciaux. Excellente question, parce qu'il y a deux façons avec lesquelles les gouvernements peuvent examiner les échanges commerciaux. Par exemple, de la perspective de la chaîne d'approvisionnement, parce que l'approvisionnement, qu'il soit public ou privé, joue un rôle puissant dans la création des marchés des différentes économies. Un excellent exemple est l'Europe, avec les nouvelles réglementations et la déforestation ainsi que la chaîne d'approvisionnement, crée des marchés pour d'autres pays afin qu'ils puissent commencer à produire de façon à protéger le climat. Donc, également la conception de ces réglementations est critique pour garder l'accès du marché et renforcer les capacités dans ces pays afin qu'ils puissent exporter vers l'Europe. La deuxième catégorie pourrait soit créer une certaine simulation d'une innovation dans le marché domestique qui pourrait résulter en la protection de ces marchés domestiques. Donc, vous parlez de SILEM, de l'IRA ou d'autres parties prenantes qui ont été annoncées. Il sera certainement dans la conception que nous allons voir un certain équilibre entre la protection de vos industries locales ou même les ralentir à un certain point afin qu'ils puissent avoir un marché compétent et concurrent, ou bien leur permettre de créer et d'aller une étape en avant parce ils ont cet abri. Donc, c'est la conception de ces petits détails qui définira certainement le côté attrayant. Stinja, vous avez utilisé le C-bound. Que veut dire C-bound? Oui, certainement. C'est le mécanisme d'ajustement de la production du gaz carbonique, donc produire de l'acier vert en utilisant l'hydrogène ou bien quelqu'un qui produit cela avec une grande émission de gaz carbonique. Mais il faut certainement faire de sorte de permettre à la transition qui va certainement réduire le prix de l'innovation et des prix. Si vous le concevez, en fait, travailler pour développer la durabilité. Oui, merci, c'est très important. Oui, les gouvernements peuvent créer des réglementations et des mécanismes financiers, mais ce sont en fait deux façons de faire la même chose et ils doivent être conçus de la même façon ou pour avoir les mêmes objectifs avec les mêmes éléments pour stimuler l'innovation et ne pas créer une protection nécessaire. C'est le grand défi. Donc, si je peux poser la question à Jennifer, le commerce était une discussion très importante depuis l'invasion de l'Ukraine, vu la façon avec l'énergie fossile a été traitée, le commerce va certainement augmenter ou réduire. Nous avons vu une perturbation dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit de COVID ou euh, la problématique des gaz fossiles ou même l'invasion Ukraine. Mais pour reprendre le point le plus important, cela peut être un catalyseur et inhibiteur concernant les opportunités pour, par exemple, la manufacture des batteries ou des piles, le solaire ou d'autres opportunités de chaîne d'approvisionnement, la technologie de l'énergie propre et les opportunités pour les gouvernements de soutenir la technologie et le développement et la fabrication fait partie initiale d'une économie plus diversifiée. Il ne s'agit pas seulement de où apporter votre énergie, mais comment structurer votre économie. Regardez ce que l'Inde a fait, par exemple, en pensant à établir la mobilité électrique en tant que partie initiale et intégrale de ce qu'il peut faire pour améliorer la qualité et développer de nouvelles industries qui vont certains créer une meilleure émission de gaz carbonique et une meilleure qualité d'air. La mobilité électrique nécessite un investissement dans la technologie de batterie et l'hydrogène en pensant à ces opportunités pour leur économie. Les échanges commerciaux jouent une partie essentielle dans la chaîne d'approvisionnement pour toutes ces technologies, des opportunités de technologies nouvelles et la diversification loin d'un seul concesseur et la façon de voir et ce qu'il faut vraiment guetter pour les années à venir. Merci, Jennifer. C'est un point et une question très importante concernant les échanges commerciaux. Et je voudrais juste poser une
question que j'ai vue là, Fabiola, les échanges font partie intégrale de l'histoire de l'Amazon. La question suivante pourrait nous inviter à euh, organiser un séminaire à son égard. La question est la suivante. Est-ce qu'il est possible d'avoir juste des transitions au niveau national et international en même temps? Si vous pensez aux échanges, on pose la même question de la création d'emplois. Fabiola, pour revenir vers vous et en pensant à cette question sur comment les échanges commerciaux peuvent impacter la transition ou la protection des forêts. Et Francis, je reviens vers vous juste après Fabiola. Fabiola, merci. Premièrement, il s'agit d'un problème mondial quand vous avez le Brésil en tant que pays producteur et d'autres pays, ainsi que les demandes des pays. Ce n'est pas un problème d'un seul côté. Il faut dire que l'approvisionnement, comme la zéro déforestation, qui sont très importantes, mais ne sont pas assez, elles ne sont pas suffisantes. Nous avons des problèmes plus importants pour cette transition. Il faut le prix de la transition, le temps, les ressources et la volonté politique. Donc, c'est une responsabilité globale, mondiale, et l'article 5.8 des partenariats produits, comment collectivement construire cette transition agricole est tellement importante que la diligence nécessaire et les mécanismes que nous avons. Les échanges commerciaux peuvent aider, certainement, mais il faut ensemble construire la transition pour avoir l'impact ou l'impact souhaité et qui va favoriser nos objectifs. C'est un point très important, Fabiola. Nous avons vu dans les histoires que vous avez racontées, que nous avons racontées, que vous avez les lois de déforestation qui impactent les commodités et les échanges, mais on a souligné également que beaucoup de points de déforestation, mais pas toutes, au sein du bassin sont connectés à des commodités qui sont exportées. Donc, les échanges commerciaux ont un impact réel positif et même, je dirais, négatif. Le cuir, par exemple. Et Francis, est-ce que vous pouvez intervenir, s'il vous plaît? Il y a eu tellement de discussions concernant le potentiel, soyons positifs, du marché de gaz carbonique mondial. Donc, en ce qui concerne les échanges commerciaux, à part les flux capitaux du Sud global, quels sont donc, c'est un sujet largement discuté lors de la COP27. Quels sont vos points de vue concernant cette année et les années à venir vis-à-vis des échanges commerciaux? Je pense que 2023 est en train d'être un point très important pour les marchés de gaz carbonique en général et en particulier. Mais il y a un certain consensus dans l'Institut de ressources mondiales, c'est tant que le marché de carbone va augmenter les ambitions en gaz carbonique par les entreprises, par les crédits d'achat au-delà de leur base scientifique, par exemple, pour équilibrer l'émission ou la faible émission et le financement carbonique résultera en une certaine réduction du gaz carbonique ainsi que les financements qui arrivent dans les communautés autochtones pour améliorer les conditions de vie, cela certainement fera partie d'une transition et non pas seulement dans la transition. Nous avons vu une augmentation rapide en 2021 dans la participation des transactions et la valeur du marché et ainsi que les actifs, mais cela a baissé en 2022, peut-être parce qu'il y a une certaine incertitude vis-à-vis des grandes entreprises concernant les crédits, mais si les entreprises vont faire des plaintes contre ces achats. Et en même temps, il faut dire, comme il a été dit dans la presse, il y a eu un certain souci concernant l'intégrité de l'environnement et beaucoup d'initiatives internationales qui ont été mises en place pour établir d'une partie ce que les entreprises peuvent proclamer et d'autre partie de faire de sorte que les crédits dans les transactions sont de haut niveau et de haute qualité doivent apparaître dans les mois à venir. Donc 2023 sera l'année essentielle où nous allons voir si on va arranger les choses et libérer les
milliards de dollars nécessaires pour motiver les gouvernements à la protection des forêts dans les actions climatiques. Mais est-ce qu'on peut le faire d'une façon à augmenter les ambitions et résulter dans un partage de bénéfices équitable dans le monde? Francis, vous avez prédit une croissance exponentielle du marché carbonique et comme vous l'avez souligné, ceci n'a pas eu lieu. Et heureusement que ceci n'a pas eu lieu. 2023 est une année différente de votre point de vue et la prévision du marché dans le secteur privé que le secteur privé attendait. Est-ce que cela prendra place cette année? Je l'espère en tout cas parce que l'autre partie de cette équation, c'est que dans la chaîne d'approvisionnement et après 15 ans d'investissement dans le cadre de l'émission concernant l'accord du climatique commence à prouver des résultats en Indonésie. La réduction de l'émission a eu lieu. Guyana est devenu le premier pays forestier à établir des juridictions concernant la réduction de l'émission dans les forêts et il serait vraiment malheureux si après toutes ces années et les pays qui mettaient les capacités de surveillance dans les forêts et j'ai déjà travaillé avec plusieurs pays, ont commencé à montrer certaines performances dans la réduction de l'émission et les finances pour certainement récompensées doivent être mises en place. En 2023, il faut établir cette confiance, que ce soit du côté des bailleurs de fonds et des concesseurs, afin que les transactions puissent avoir place. Donc, merci Francis pour souligner l'exemple du Ghana est un excellent exemple. Nous vous invitons à l'examiner. Pour terminer cette question, Dan, je voudrais que vous adressiez la question, est-ce que c'est possible d'avoir uniquement une transition locale et mondiale en même temps? J'espère que la réponse est positive. Dan, la parole est à vous. C'est une excellente question. Oui, c'est une excellente question, évidemment. Et donc, il faut dire qu'il y a beaucoup de similarités pour assurer une transition au sein des pays et donc s'assurer que les communautés ne sont pas laissées pour compte, le développement économique et le progrès économique dans le passé avance. Nous avons vu quelques inégalités avec des programmes comme Justice 40. Et en même temps, et de façon similaire, il faut s'assurer que les pays qui ont souffert du colonialisme et de l'exploitation fiscale font partie de cette transition globale. Pour les États-Unis en particulier, maintenant, nous sommes en train de faire un meilleur travail au niveau interne qu'externe. Un des grands écarts que nous avons pu identifier avec les politiques climatiques des États-Unis, c'est que nous sommes bien en retard pour les objectifs climatiques. C'est une priorité pour nous, pour certainement avoir un engagement plus actif de l'administration pour mobiliser les finances climatiques, donc afin qu'on puisse atteindre cette solidarité mondiale et interne en même temps. Comme vous l'avez dit, Dan, la solidarité financière sera un point très important et avec un congrès divisé, cela s'avère une opération à grand risque. Merci beaucoup, Dan. Greg, il y a une excellente question. Je vais lire la question. Elle a été très bien rédigée. Donc, ça s'appelle le plus grand problème dans la salle, ou l'éléphant dans la salle. La question est la suivante. Nous savons bien que il y a beaucoup de choses concernant les capitaux qui empêchent le progrès. Donc, est-ce que les vaches sont nécessaires et pourquoi nous ne faisons pas des régimes alimentaires et arrêtons de manger du bœuf? Il y a une autre question qui est aussi liée à la manière dont les humains mangent et l'idée de transition
des sources protéinées depuis les animaux vers les plantes. Alors, cette transition protéique a été adressée il y a 2 ans quand nous avons parlé du développement et de l'évolution en fait des alternatives non sourcées depuis les animaux. Nous voyons bien que les sources de protéines alternatives sont nécessaires, que la viande, particulièrement la viande depuis les, les vaches et particulièrement le lait, les produits laitiers, a un effet sur l'utilisation d'eau et de la terre en termes de pâturage et des émissions des gaz à effet de serre. C'est très, très important et que tout en ce qui concerne l'agriculture et en fait les émissions depuis l'agriculture vient depuis cet élevage des vaches et nous voyons en fait cette transition, pas une élimination, mais une transition en termes de la consommation de viande. Et il faut s'assurer aussi qu'il y a pas seulement la demande, mais de l'approvisionnement en termes de diminuer des émissions en termes de carbone pour avoir des choix, des options de viande moins avec des effets moins importants sur les émissions en carbone et aussi avoir ces alternatives par rapport à des autres alternatives comme de la viande qui ne vient pas d'une vache, mais depuis des recombinaisons chimiques. C'est de la viande, mais ce n'est pas de la viande qui vient des vaches. C'est en fait développé dans un laboratoire. Mais cette question a un peu stagné et il faut se demander, est-ce que c'est temporaire en termes de cette diminution d'adresse par rapport à cette question? Mais est-ce que ça va augmenter dans l'avenir? Une autre question, c'est par rapport à la demande. Est-ce que ces alternatives ont un bon goût? Et en termes de leur niveau socio-économique, ce qui est désiré par rapport à leur niveau. Et nous voyons beaucoup de sociétés qui servent des aliments en Europe et aux États-Unis, de mettre en place des objectifs basés sur la science en termes de ce qu'ils proposent. Et ils sont en train de diminuer l'intensité GHG en proposant plus des plats végétariens ou basés sur des aliments vertes, les aliments depuis les plantes. Et ça, c'est une tendance en fait à surveiller. Il y a quelque chose que j'ai appris dans cette procédure de succès dont Craig a parlé. Moi, je ne le savais pas, mais IKEA, qui est le plus grand vendeur des boulettes de viande, et ils ont eu beaucoup de succès avec l'expérimentation et invention des boulettes de viande avec de la viande d'origine de légumes, alors de l'origine végétale. Et ça, c'est très, très intéressant à voir et à surveiller. Juste une dernière partie de cette question pour toi, Craig. Nous voyons beaucoup d'emphase sur la science de comportement et comment les choix peuvent être modifiés et évoluer. Alors, en termes de cette transition en choix de protéines. Alors, est-ce que vous pensez que, en termes de leadership, c'est les sociétés, ce sont les gouvernements? Nous voyons et nous sommes d'accord que cette transition soit difficile, mais qui est le leader? En termes de transition, sur le côté demande, je vois que les sociétés sont les leaders et en termes d'approvisionnement, ce sont les sociétés et les gouvernements. En termes de demande, nous avons des sociétés des aliments qui créent des propositions que les consommateurs veulent, pas seulement le plat, mais aussi la manière dont ils les décrivent. C'est même comment vous décrivez
un élément sur un menu peut avoir un impact, peut influencer la manière dont les individus consomment. Et si vous mettez en fait vos produits dans une partie végétarienne, c'est mis à part et c'est pas choisi, mais si vous mettez tout ensemble, les personnes sélectionnent en fait de leur propre manière. Alors, les végétariens, vous voyez, ils regardent même pas ces autres parties du menu. Ils regardent seulement cette partie végétarienne. Et il y a les gouvernements aussi qui jouent un rôle dans les investissements, dans la recherche de base, les sociétés qui essayent de développer ces protéines, ces alternatives en termes de sources de protéines et qui partagent des ressources et de l'expertise du côté sociétal, oui, mais du côté gouvernemental aussi, nous voyons qu'ils jouent un rôle un peu plus important là-dedans. C'est vraiment une histoire à surveiller. Nous allons développer peut-être plus là-dessus ensemble. Je pense que les sociétés sont en train de faire beaucoup, mais je ne vois pas assez d'initiatives depuis les gouvernements pour dire qu'il y a, ce besoin de transition. C'est difficile parce que les gouvernements ont peur, en fait, de aller dans les foyers et dans en fait, les placards des individus, de leurs citoyens. Mais il y a aussi, nous voyons un gouvernement, particulièrement au Brésil, qui dit à son gouvernement de investir plus dans la recherche, en fait, des alternatives en termes de sources protéiques. Alors, en- nous avons une question, Chuang, sur la finance et les dommages, des dédommagements. C'est la question s'agit de l'analyse de cette perte et dédommagement n'est pas là. Comment voyez-vous en fait une réponse par rapport à ce financement sur les pertes et dédommagements? Alors ça, comme j'ai dit, c'est un symbole de solidarité avec des pays en développement et des pays plus pauvres ou avec moins de ressources. Mais je pense qu'il y a deux autres choses qui devraient se passer au prochain COP. euh, En complément à ce financement pour les pertes et dédommagements, mais aussi un plan de financement qui a été promis. Et il y avait aussi l'engagement en 2009 qu'en 2020, il y aurait de la financement climatique disponible à ces pays en développement. Ça n'a pas été satisfait. Cet engagement n'a pas été atteint. Mais les engagements, quels engagements faut-il pour renforcer l'engagement qui a été proposé au COP 2009? Oui, merci. Une des choses les plus importantes dont il faut surveiller, c'est comment le financement de pertes et de dédommagement va être supplémentaire au financement de l'équité climatique et de voir en fait d'abord que ce n'est pas encore clair quel pays ou quelles autres sources de financement vont contribuer à ce financement de pertes et dédommagements et ça va être supplémentaire à l'objectif de 100 milliards de dollars dans le soutien sur l'équité climatique. Alors d'abord, qui va contribuer à ce financement? Et deuxièmement, nos partenaires ont fait beaucoup de recherches sur comment définir clairement sur les activités qui sont éligibles à recevoir du financement depuis ce fonds de financement. Et il faut pas, et c'est difficile de détecter et de reconnaître ces activités. Quelle méthodologie et quels systèmes peuvent détecter et octroyer ce fonds, ce financement pour des projets éligibles. Et comment c'est géré en fait en termes de ce financement? Nous avons vu beaucoup de pays qui sont devenus beaucoup plus efficaces en termes de cibler
le financement vers des projets en particulier. Et nous voyons en fait le fonds de perte et de dédommagement peut utiliser en fait des leçons apprises depuis des autres fonds pour pouvoir bien orienter leurs fonds vers des projets éligibles. Je vois que nous sommes presque à la fin, mais il y avait beaucoup de questions sur des définitions de perte, des définitions d'un objectif d'adaptation. Est-ce que vous pouvez juste répondre rapidement sur le progrès dont vous pensez a été fait ou va être fait sur ces définitions? Il va y avoir plusieurs séances entre maintenant et d'ici 2020, le COP 28 pour définir ces termes et ces concepts. Et nous sommes impliqués dans ces séances pour donner notre avis technique et notre expertise technique là-dessus. Oui, et il faut surveiller là-dessus parce qu'il y a beaucoup de progrès nécessaires. J'ai juste une dernière question qui est excellente. Je vais demander à Craig et Dan. La première question est en relation à la mobilisation des jeunes. Est-ce que Craig et Dan, vous pouvez répondre sur la mobilisation des jeunes sur des mouvements communautaires dans la production d'alimentation, la création des emplois, etc. Comment vous pouvez être impliqué, pas seulement dans la création de la demande, mais aussi de bénéficier de ce mouvement? Je vais demander à Craig d'abord sur notre annonce au dernier COP, et puis je vais passer le parole à Dan. Alors, vous savez peut-être que nous travaillons avec l'Union africaine sur le AFI 100 pour rétablir 100 millions d'hectares de territoires forestiers et il y a beaucoup plus de fonds qui sont en train d'être envoyés vers l'Afrique. Et il faut en fait penser au niveau communautaire et pour arriver à nos objectifs, il faut engager les jeunes pour effectuer cette restauration. Et il faut engager pas seulement les jeunes individus, mais les jeunes entrepreneurs de pouvoir en fait mettre en place ces sociétés où ils sont en train de, euh, de planter ou de créer des emplois en fait dans l'économie rurale parce qu'il y a tellement d'investissements en fait dans l'économie urbaine. Et alors, la création des emplois locaux en termes de plantage des jeunes arbres, de pouvoir restaurer les forêts peut être fait au niveau local. Alors, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de projets qui sont hyper locaux. Comment mobiliser en fait ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs et leur trouver en fait l'investissement pour pouvoir mettre en place en fait ces sociétés, ces petites ou moyennes sociétés de petite ou moyenne taille. Alors, est-ce que Dan, vous pouvez partager un peu votre travail avec les bus électriques et les autres initiatives aux États-Unis? Oui, c'est devenu un des priorités. Nous avons eu des jeunes entrepreneurs qui étaient là quand Nancy Pelosi est devenue la tête du Sénat et c'était un des plus grands progrès que nous avons vus depuis 2 ans. Et vous avez parlé des bus électriques. Nous voulons voir les enfants bénéficier de l'action climatique et de pouvoir euh, voir en fait pas seulement des bus électriques, mais des écoles électrifiées avec une source unique ou locale d'énergie, de pouvoir avoir une prochaine génération qui attend que l'énergie renouvelable et verte soit la méthode dont nous allons soutenir nos besoins énergétiques.
dans l'avenir. all over the world who have joined this. And for the absolute brilliant questions all of you have asked, I'm trying to Je vous remercie pour toutes les questions excellentes que vous avez posées. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions. Merci de votre engagement. Nous voudrions que cela continue. On ne peut pas le faire sans la contribution de toute la communauté et j'espère que cette discussion sera disponible sur le site web afin que vous puissiez vous référer. Merci, merci à tout le monde, merci à nos experts, merci de votre participation. Passez une excellente journée et à la prochaine. Merci.